Ouais. Donc moi c'est Geoffroy de Poste à Graines, une petite asso à Pau. On bataille pour le gave de Pau. J'ai quelques photos ici de notre belle rivière. Hop là. Waouh, c'est beau le gave de Pau. Donc je vais raconter vite fait mon histoire. Moi je fais du kayak depuis 2000, donc ça fait 16 ans maintenant. Du coup en 2000 la rivière elle était belle, il y avait des loutres, il y avait des poissons, il y avait plein d'animaux là-dedans. Et en fait en 2012, en octobre 2012, c'est Bossens, le donjon des Aigles, c'est pas très très loin d'ici, juste à côté d'Argelès. Et bien il y avait une décharge qui était planquée là depuis des lustres, qui a craqué avec une petite crue. Pour la petite histoire, en 2011, donc l'année d'avant, il y avait une étude disant que la décharge allait craquer, et à la fin de l'étude, il y a une petite phrase jolie qui dit qu'aucun travaux ne sera effectué faute de financement. Du coup, octobre 2012, la décharge elle se fait fracasser, on le voit sur la photo, le gave passe au milieu de la décharge, après la première crue. Et en juin 2013, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant cet hiver 2012-2013, il y a eu énormément de neige ici dans les Pyrénées. Gros orage en juin, énorme crue, toute la décharge part, plus de 50 millions de tonnes de plastique. En volume, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser le truc, mais grosso modo, toutes les berges de Bossens jusqu'à Anglette, sur 4 mètres de haut, c'était du plastique. C'est aussi simple que ça. Ça a été un vrai désastre, un vrai carnage. Depuis 2 ans après, en 2015, en décembre 2015, la décharge elle a été traitée partiellement, faute de budget encore une fois, mais elle a été traitée, donc ils l'ont sortie, ils l'ont renterrée plus loin, pas très loin de chez le copain à Oloron là-bas, loin d'un cours d'eau cette fois-ci. Du coup, première décharge, première rivière fracassée. Et il y en a une autre aussi qui est sortie à Borde. Celle-là, elle est encore plus éloquente parce qu'elle a été utilisée par un industriel Turbomeca qui appartient au groupe Safran. Celle-là, elle est toujours en place. Si vous allez à Borde, juste derrière l'usine, vous longez l'usine, vous allez au bord du gave et vous tombez dessus. La photo est là. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Fabien pendant un nettoyage qu'on a organisé ce printemps. Et cette décharge-là, c'est clair, à la prochaine crue, elle part, comme Bossens. Sauf que là-dedans, bon, il y a du plastique, il y a du métal, comme dans Bossens. Mais il y a aussi des hydrocarbures, du pyralène, des PCB, plein de produits chimiques. C'est normal, c'est un industriel qui l'a utilisé. Donc nous, notre asso, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, on a cette campagne en local sur le gave. On essaye aussi de se mobiliser sur les campagnes plus globales pour faire un petit peu le lien avec ce qui avait été dit avant. On est des militants pour la justice climatique. Alors c'est un grand mot comme ça. Il y a Samuel qui est là, qui va vous expliquer un peu plus largement le truc. L'idée, c'est qu'on a 5 à 10 ans pour sauver le climat et que si on ne se bouge pas maintenant, ce sera trop tard pour les générations futures. Mais on a voulu, et surtout par nécessité avec ce problème du gave de Pau, donner un ancrage local à notre lutte. C'est un moyen à la fois de mobiliser et puis aussi de sauver une rivière, parce qu'une rivière c'est quand même un peu essentiel. On boit un peu de l'eau tous les jours, on est fait un peu à 70% d'eau. Donc la laisser dans cet état, c'est pas franchement une bonne idée. Nous là, depuis le début de la campagne, on avait 2 axes. On luttait pour que les politiques mettent les nettoyages en place, parce que c'est eux qui ont la responsabilité, c'est à eux de mobiliser les moyens pour enlever les décharges et pour nettoyer les berges. Et on luttait aussi contre Turbomeca, vu qu'on considérait qu'ayant largement utilisé cette décharge, il pourrait peut-être aider la petite mairie de Borde à l'enlever. Il faut savoir que les travaux pour traiter cette décharge, c'est 5 à 12 millions d'euros. Ça semble être, pour nous, petits citoyens, c'est beaucoup. Mais Turbomeca, c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires l'an dernier. Le groupe Safran, c'est plus de 14 milliards d'euros. Donc eux, nous, on se juge légitime quand on leur demande de passer à la caisse. Parce qu'on se dit que cet argent, ils l'ont gagné en partie en faisant ce genre d'activité. Donc ce serait bien qu'aujourd'hui, ils nous le rendent. La mairie de Borde, elle a un budget de fonctionnement de 1,7 million. Donc en gros, le maire de Borde, on l'a rencontré, c'est un allié aujourd'hui dans cette lutte. Il nous a expliqué concrètement, s'il veut le faire, c'est pendant 5 à 10 ans, il construit plus rien dans sa ville. Il supprime les temps d'activité périscolaire gratuits. Il supprime la cantine scolaire gratuite pour la maternelle et le primaire. Il fait augmenter les impôts locaux de 100 à 400%. Donc autant dire que c'est juste pas envisageable pour lui de financer seul l'enlèvement de cette décharge. Donc nous là, on est en train de relancer la campagne. On a 2 axes. Le premier, c'est nettoyer la rivière. Parce qu'il y a la décharge de Bossens qui a été nettoyée. Les intercos du 65, donc là, big up à tous les gens de Hautes-Pyrénées, elles ont fait le taf. Donc vous descendez la rivière, là, vous embarquez à Argelès ou comme ça. Vous descendez, vous passez Lourdes, etc. Tout ça, maintenant, c'est propre depuis cet hiver. Le tronçon de Lourdes jusqu'au pont des Grottes a été fait cet hiver par des copains qui ont bien bossé. Vous arrivez au pont des Grottes, je sais pas si y en a qui connaissent, c'est à l'Estel Bétaram, c'est le pont des Grottes de Bétaram. Vous traversez ce pont, et là il y a une frontière invisible, c'est la fin du 65, le début du 64. La fin de la région Midi-Pyrénées, le début de la région Aquitaine. Vous traversez ce pont, et là le gave c'est une catastrophe, il y a des plastiques absolument partout. Pourquoi? Parce que dans le 64, on s'est pas bougé, on n'a rien fait. Il y a à Pau par exemple, monsieur Bayrou, notre cher maire,
Il a pris des SDF, il leur donne 4 balles de l'heure, un petit sandwich le midi et il les fait trimer toute la journée pour nettoyer. Ils nettoient pour rien les types, vu que comme c'est crade au-dessus, à chaque fois qu'il y a une petite montée des eaux, c'est rebelote et ils recommencent. Mais vous comprenez, c'est de la réinsertion sociale, c'est des gens qui étaient dans la rue, bon ils sont toujours, mais ils ont au moins 4 € de l'heure pour se casser le dos pour nous. Donc on va pas se plaindre, lui au moins il fait quelque chose. Donc nous, 2 axes. Safran, on considère qu'il faut qu'il paye. Et là, on a besoin de mobiliser des gens parce qu'on va pas y arriver le peu qu'on est dans l'assaut. Et le nettoyage. Le nettoyage, on a longtemps lutté pour faire mettre en place les nettoyages. Ça marche pas. Du coup, on va prendre les devants. On va organiser un camp de nettoyage à l'Estel Betaram. C'est justement là qu'il y a le pont des grottes. Du coup, avant c'est propre, après c'est sale. Autant commencer là. Ça sert à rien de nettoyer si c'est sale au-dessus. C'est du 6 au 9 octobre. Il y a Marine, ma copine et collègue d'association, qui va vous présenter le camp. Et je reviendrai après sur la strate. Du coup, on vous invite à venir d'ici ce 9 octobre. Vous pouvez venir 1 heure comme les 4 jours. On va essayer d'offrir le repas et l'hébergement, mais on est tout petit, donc on promet rien. L'idée, c'est de faire des créneaux le matin et l'après-midi, donc pour nettoyer, mais vous pouvez faire l'un ou l'autre. Et ce qu'on aimerait, c'est organiser des formations, notamment à la non-violence, pour l'autre partie de la campagne contre Safran. Et que vous veniez échanger avec nous pour réfléchir justement sur la stratégie de campagne qu'on va mettre en place derrière ce nettoyage. Donc en gros, toujours ces 2 axes. On va nettoyer parce que les crues vont arriver et qu'il faut enlever un maximum avant qu'ils arrivent. Et le deuxième axe de qu'est-ce qu'on va faire pour que ça bouge et qu'on enlève la décharge qui continue en dessous, quoi. Du coup, elle a dit on s'inscrit dans une stratégie de non-violence. On est activiste, nous, à Action Non-Violente COP21, pour ceux qui connaissent. Et l'idée de cette stratégie, c'est de provoquer un dilemme chez son adversaire. Donc, en gros, c'est d'arriver à se faire positionner Safran publiquement, parce qu'aujourd'hui, il l'a fait dans des petits médias, mais on n'a jamais réussi à provoquer vraiment l'obligation pour lui de s'exprimer à un large public. L'idée, c'est qu'il ne peut pas dire non, je m'en fous, et non, je la laisse, votre décharge. Il sera obligé de répondre oui si on arrive à déclencher les conditions favorables. Donc c'est vraiment, toute la non-violence est basée sur cette stratégie de dilemme. Il faut provoquer un dilemme chez son adversaire, qui soit obligé d'être d'accord avec vous et qui soit obligé de faire ce que vous attendiez de lui. Donc il y a Samuel aussi qui est là avec nous, qui est aussi militant Alternativa ANV, qui va vous présenter un petit peu ce mouvement climat qui est en train de se mettre en place en France, qui est en train de grossir et qui a juste besoin de vous en fait pour qu'on y arrive. Ouais, bonjour tout le monde. Donc pour ceux qui connaissent pas, du coup je vais rappeler rapidement donc Alternativa et ANV COP21, donc qui sont 2 mouvements qui sont nés dans l'année 2015, l'année dernière, et qui ont chacun leur axe d'action. Donc Alternativa, l'objectif c'est la promotion des alternatives et une forme de redémocratisation des pouvoirs et de l'organisation citoyenne. Dans le sens où partout en France, en fait, il y a des groupes locaux Alternativa. Donc, si vous êtes une bande de copains dans un village, vous pouvez monter votre groupe local Alternativa. Vous serez soutenu en fait par le mouvement national. Donc, l'idée, c'est de faire justement travailler autant le local que le national ensemble. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand tour Alternativa qui a été organisé. L'objectif c'était que même si moi j'ai mes luttes chez moi, etc., je vais quand même aller chez les autres les aider pour leur lutte locale et les autres viendront chez moi le jour où j'en aurai besoin. Donc du coup on crée une force comme ça par un réseau national de villages Alternativa. Ce qui est vraiment intéressant pour moi et beaucoup d'autres dans le réseau aussi, c'est que vraiment on redevient acteur et on peut prendre nos décisions localement. On n'est pas soumis à des décisions nationales, etc. On peut vraiment s'organiser et être soutenu ensuite par le mouvement pour nous aider à organiser des actions, pour faire de la com. Donc là c'est justement un grand réseau national. La lutte principale et le pourquoi ça s'est lancé, donc comme il a dit, c'est la justice climatique. Je vais faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, si on a vraiment conscience des effets du réchauffement climatique et de l'industrie capitaliste, à un moment on est obligé d'agir. C'est-à-dire que quand on sait que si dans les 10 ans
on ralentit pas les gaz à effet de serre, etc. On va pas le sentir tout de suite, mais en fait dans 100 ans, c'est une extinction massive d'espèces. Donc c'est des oiseaux, des poissons, les coraux, des fleurs, les abeilles, etc. Tout va disparaître, et du coup l'objectif pour nous c'est vraiment de faire prendre conscience de ça aux gens, et ça a été le cas grâce en tout cas autour de la COP21, où les scientifiques ont vraiment pu exprimer au niveau international et devant les chefs d'État ce constat d'une extinction massive qui va avoir lieu d'ici 100 ans si on ne prend pas les choses en main d'ici 5 à 10 ans. Donc c'est la fameuse barre des 1,5 degrés et une limite vraiment maximum à 2 degrés, sachant qu'entre les deux il y aura déjà des extinctions. Bon voilà, après je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse un peu plus en termes scientifiques. Il y a plein d'assos qui expliquent un peu tout ça en détail. Là on est un peu limité par le temps. Voilà, donc Alternativa, ce qu'ils disent c'est que en fait les alternatives elles existent partout dans nos vallées, que ce soit en Haute-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, on voit partout des alternatives qui se montent. On est tous acteurs, là on le voit, Village Festijam aussi, il y a plein d'alternatives qui sont promues. On défend, je pense, tous dans notre quotidien des valeurs plus humaines, plus respectueuses de l'environnement. Et ça, si on arrive à le porter au niveau local, national et international, on peut arriver à détrôner donc les grandes sociétés capitalistes. Donc Alternativa montre via des villages, via des associations, des groupes locaux, toutes ces alternatives possibles. Apporte la connaissance aux gens pour qu'ils soient amenés à changer. Et d'un autre côté, il y a ANV COP21, donc Action non violente COP21. Qui s'est monté donc pour la COP21, et l'idée c'est d'agir cette fois-ci contre les responsables en fait du réchauffement climatique au travers des actions non violentes. Donc c'est clairement inspiré de Martin Luther King ou de Gandhi. C'est-à-dire qu'on est contre un système en place, mais on refuse de s'abaisser à la violence, à leur violence, pour les faire changer. Donc on agit, c'est-à-dire on va aller se battre contre les grands sommets pétroliers, contre les mines de charbon, contre tous les projets inutiles et impossibles, imposés et inutiles, GP2I. Voilà, donc ce mouvement-là, il prépare des nouvelles actions là, à la rentrée. Principalement par rapport à l'évasion fiscale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des faucheurs de chaises. C'est un gros mouvement qui a été fait contre la BNP Paribas, qui finance énormément le charbon et le pétrole. Et donc l'idée c'était d'aller leur voler des chaises, tout simplement, de rentrer à 10-20 militants dans une banque, de prendre des chaises et de repartir. Parce que on est légitime en fait à partir du moment où ils sont en train de dérégler complètement le climat, qui ne respectent pas les accords de Paris, plus l'évasion fiscale là qui a avec les Panama Papers qui montre bien qu'ils abusent allègrement de tout l'argent que leur a donné l'Europe depuis la crise de 2008. Donc de manière non violente, on s'impose et on les oblige à réagir vis-à-vis de leur hypocrisie en fait finalement, hein, puisqu'ils disent défendre des choses et puis derrière c'est juste pour s'en mettre plein les poches. Donc le premier axe, donc ça sera de se battre contre ça. Ce qui est important de savoir, c'est que il y a des centaines de milliards de subventions publiques qui sont données aux énergies fossiles, et que Alternativa ANV COP21 prône la transition écologique et en fait un réinvestissement de tout cet argent-là dans la transition écologique, qui serait source d'emploi et de reprise du territoire, donc localement, d'avoir vraiment des projets qui vont faire travailler les gens, qui seront des alternatives à tous les ouvriers aujourd'hui qui travaillent dans l'industrie
que ce soit pharmaceutique, pétrolière, gazière, etc. À Pau, on a un gros problème, c'est qu'on a Total qui est très présent, qui fait travailler énormément de monde. On a beaucoup de gaz, des industries pharmaceutiques. Et ces gens-là, du coup, travaillent et ont l'impression que s'ils abandonnaient ce travail-là, en fait, ils seraient au chômage, ils n'arriveraient plus à vivre. Donc l'objectif, c'est vraiment de leur montrer que la transition, elle est possible, qu'ils peuvent se reformer dans les énergies renouvelables ou dans d'autres emplois qui possibles pour la transition. Et du coup, ça sera un des axes aussi qui sera porté par Alternativa pour ceux qui sont plus intéressés par justement le social, la lutte ouvrière et ce genre d'éléments. L'idée, c'est qu'actuellement, les écologistes, on reproche un petit peu d'être trop loin justement de la réalité sociale des ouvriers. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se rapprocher d'eux, par des formations, par des rencontres, essayer d'amener la transition dans le milieu ouvrier aussi. Donc ça sera des axes d'Alternativa à venir. Et il y avait quoi d'autre? La sortie du charbon. Il y a beaucoup de banques qui financent, donc, comme j'ai dit, le charbon et les énergies fossiles. Donc l'idée, c'est en fait par plusieurs voies, donc politiques et d'action non violente, de leur demander de sortir justement leur investissement donc qui vient de notre argent, puisque c'est nous qui mettons l'argent dans les banques, et eux ils le réutilisent sans nous laisser le choix. Et un troisième point, c'était il y a un des activistes d'Alternativa et d'ANV qui participait au volage de chaises, au fauchage de chaises, qui sera en procès en janvier à Dax. Donc là, les deux organisations appellent tous les militants de France à venir à Dax soutenir et en fait profiter de ce procès des faucheurs de chaises pour faire un procès de l'évasion fiscale. Voilà. On peut discuter, on est là jusqu'à demain, donc on peut en discuter. Et voilà. Éventuellement un petit mot aussi. Moi, on fait partie de la TIND, la monnaie locale en Béarn, qui est aussi une bonne alternative aux banques et qui permet de favoriser les circuits courts, etc. Donc il y en a une aussi en Haute-Pyrénées, il y en a un peu dans tous les départements. Donc s'il y en a qui connaissent pas encore, je vous conseille fortement d'aller vers ces initiatives de monnaie locale complémentaires, qui sont vraiment un très bon outil pour lutter contre les banques et l'évasion fiscale, etc. Et après, si la monnaie locale, on les achète avec de l'euro, comme j'en connais une sur Tarbes, c'est pas viable du tout. Toi, si tu prends, par exemple, si ta monnaie, elle s'appelle comment ta monnaie? La TIN. Si tu prends une TIN contre 1 euro, si j'étais banquier pour t'enfler, je me prendrais pas mieux. Je veux dire, donc la monnaie, elle doit vraiment être basée sur quelque chose de réel, le temps de travail, les compétences de chacun. Et là, les biens et les services circulent librement. Ouais, je vais peut-être pas faire un cours sur les monnaies locales, mais si tu penses ça, je te conseille vivement de t'intéresser et de regarder notamment le documentaire Sacrée Croissance qui en parle bien et qui montre comment ça marche et comment justement le fait d'avoir une TIN de 1 euro va permettre en fait de développer le réseau local avec les euros qui seront collectés et développer le local avec les TIN qui vont circuler en permanence. Non, sans faire un cours sur les monnaies locales, vite fait, la monnaie locale, le principe, c'est que pour l'acquérir, en fait, au départ, effectivement, tu peux en échanger avec les euros, mais après, le principe, c'est que c'est soit un apport de biens ou de services. Et en fait, justement, c'est pour reconcrétiser la monnaie, pour qu'elle arrête d'être justement, possiblement, le fruit d'une spéculation, d'un capitalisme, en fait. Et qu'elle soit, de nouveau, le fruit, la représentation en masse, si tu veux, de l'ensemble des biens et des services qui peuvent circuler dans une localité. Donc c'est le problème de l'argent aujourd'hui, je pense, c'est le décalage entre la quantité de monnaie qui circule et la quantité de biens et services produits. Et le problème, c'est que le capitalisme met en jeu une quantité d'argent qui correspond plus du tout à ces biens et à ces services, parce qu'elle correspond aussi à l'épargne et à la spéculation.
Voilà. Et donc c'est de ramener l'argent dans une sphère d'échange de biens et de services. Vite fait. Je comprends bien là, la masse d'argent là, ça s'appelle une déflation. Là, trop de masse d'argent par rapport aux services. Ce que je veux dire, voilà. L'euro, ce que je veux dire par rapport à l'euro, c'est que l'euro il est basé sur la rareté. D'accord. Si moi j'arrive, je suis un seigneur et que je viens dans ta localité avec une pièce frappée sur un métal que toi tu as pas, alors que toi tu utilises une monnaie locale à base de coquillage que tout le monde a. Là, la monnaie elle est gratuite, elle est libre, avec le coquillage, je parle. Les biens, les services circulent librement. Et si moi j'arrive avec ma monnaie que je te l'impose, elle devient rare, tu vois. Donc un des autres problèmes, comme tu l'as si bien, le premier problème que tu as évoqué, c'est le rapport entre la masse monétaire et les services. Un des autres problèmes aussi, c'est sur la monnaie, c'est la rareté. Voilà, si la monnaie elle est rare, elle crée l'élitisme, forcément, pour celui qui l'imprime, pour celui qui la crée. Donc, moi, c'est pour ça que ça me fait tiquer. Après, les modes de fonctionnement, on peut très bien aussi dévier. Toi, si les euros, après, sont pas réinjectés il faudrait les détruire, du coup, les euros que vous récoltez par les... Toi, je veux dire, l'idéal, ce serait ça, ce serait les détruire. Et pas refaire fonctionner autre chose. Mais après, je comprends très bien le fonctionnement. Ils font comme ça aussi à l'Aubadère à Tarbes. Je comprends très bien que c'est un moindre mal et que ça peut être, comme un échelon pour accéder ou construire quelque chose de mieux qu'on n'est même pas capable forcément d'imaginer aujourd'hui. Tu vois, je veux dire. Pour revenir sur la TIN, là pour l'instant c'est une monnaie qui est encore jeune, elle a 1 an, ça fait 1 an qu'elle est en circulation. Donc actuellement il y a 37 000 TIN qui circulent en Béarn et donc 37 000 euros qui sont en banque. En fait on attend que la nef se développe à Pau, enfin dans les Pyrénées-Atlantiques Béarn, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, pour justement pouvoir mettre ces 37 000 euros à la nef, qui du coup elle assure que cet argent est utilisé dans des projets éthiques et écologiques. Donc là, et l'objectif aussi, c'est que en fait une fois que l'argent, quand on achète une monnaie locale, l'argent il se multiplie par 2. C'est-à-dire que toi tu donnes 1 euro, tu reçois une TIN, donc t'as gardé ta TIN, puisque après ta TIN elle vaut 1 euro dans tous les commerçants qui participent au truc. Et en plus l'euro qui lui sera dans une banque éthique permettra de financer des projets locaux via des prêts à 0% si on y arrive, ou à très bas taux, parce que actuellement les banques ont du mal à prêter à 0 encore. Mais donc du coup, aujourd'hui, on a 37 000 euros qui circulent entre tous les membres, tous les adhérents de la TIN, et on a 37 000 euros qui peuvent être prêtés à, par exemple, un agriculteur qui veut se lancer en permaculture, ou quelqu'un qui veut construire une ferme solaire, ou quelque chose comme ça. On va pouvoir l'aider avec l'argent des citoyens. Donc du coup, on a 37 000 TIN qui circulent et 37 000 TIN qui servent à investir dans des projets durables et écologiques. Bonne explication. Ouais, pour en revenir donc à la justice écologique ou environnementale, climatique. Ok. Donc en fait, je t'ai entendu discuter un peu du projet. La transition énergétique, il est évident qu'il faut qu'elle se fasse. L'attitude d'Alternativa consiste à dire il faut prouver aux grands groupes capitalistes qu'il y a des pognons à faire avec la transition écologique. Il faut réorienter les aides gouvernementales qu'on accorde à des énergies fossiles vers des énergies renouvelables. Mais à aucun moment on ne prétend s'attaquer aux responsables de cette crise, ceux qui font du profit avec des trucs qui font de l'argent à un moment donné. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que la justice climatique, c'est quelque chose de très abstrait, et c'est quelque chose qui ne prétend pas du tout remettre en cause, du coup, le système économique. Ouais, alors je vais préciser un peu. L'idée de justice climatique, déjà, c'est vraiment au niveau mondial. C'est que les pollueurs ne vont pas être les premières victimes. Les premières victimes, c'est les pays du Sud. Donc déjà, vraiment, cette idée, c'est que le transfert de fonds se fasse surtout de nord à sud pour permettre au Sud de déjà passer les effets, parce qu'ils les connaissent déjà aujourd'hui, les effets du changement climatique. C'est pas à la fin du siècle pour eux, c'est aujourd'hui. Les sécheresses à répétition, les ouragans à répétition. On parle souvent des Philippines qui sont passées en 10 ans de 20 typhons à 30 par an avec une intensité augmentée, etc.
Et au niveau d'Alternativa, si bien entendu, parce que l'idée de la transition énergétique, c'est de se réapproprier la production d'énergie. Et la production d'énergie, pour le coup, c'est une des principales forces du capitalisme. C'est il a réussi à capter grâce au pétrole, qui est difficile. C'est toi, demain, tu vas pas aller faire ton puits de pétrole pour te faire ton essence, etc. L'idée de la transition, c'est que justement, chaque citoyen devienne producteur d'électricité et de justement casser ce monopole de l'énergie, qui est l'une des premières rentes du capitalisme. L'énergie, c'est ce qui leur apporte le plus de thunes. Et c'est vraiment la source pour eux de l'argent. C'est grâce à ça qu'ils en gagnent le plus. Et je vais me permettre de faire une légère transition au niveau le TAFTA-CETA, parce qu'il y a des gens qui en ont entendu parler. Il y a le deuxième round de TTIP Game Over qui se prépare à Bruxelles. Donc il y a des gens qui sont mobiles. Les 10 et 11 septembre, il y a le camp. Et début novembre, il y a l'action. En juillet, ils ont bloqué les négociations du TAFTA, elles n'ont pas eu lieu. Et là, en novembre, du coup, on va empêcher les négociations du CETA. Le CETA, c'est comme le TAFTA, mais avec le Canada. Et ça, ce genre de traité, c'est ce qui va juste rendre impossible la transition énergétique. Ouais, il faut aller sur ttipgameover.net pour avoir les infos. Vous aurez pas beaucoup d'infos parce que vu que c'est de la désobéissance civile, on va pas s'amuser à le hurler sur tous les toits, ce qui est prévu. Mais en tout cas, c'est quoi son prénom ? Mathias. Je tiens à te rassurer là-dessus. Bien entendu que la justice climatique et la justice sociale, vu qu'elles vont de pair, en fait, en mettant les éléments en œuvre de la justice climatique, on mettra en œuvre les éléments de la justice sociale. Elle a pour objectif de casser le capitalisme. Après, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que tu le sais par les luttes que tu portes, le discours anticapitaliste, lutte des classes, etc., on peut le tenir dans un cercle restreint. Maintenant, si demain on veut amener avec nous la foule, la masse, ce discours-là, c'est pas qu'il faut se taire, c'est qu'il faut le rendre audible. Et aujourd'hui, les médias de masse, le mainstream, ils ont réussi à casser ces discours-là et à le rendre complètement inaudible. Les gens, ils vont se fermer sur eux-mêmes dès que tu vas leur parler de lutte des classes. Ils vont se dire, j'ai peur, c'est des cocos, ils vont tout niquer, c'est les chats rouges à Paris, etc. Je sais que c'est pas agréable à entendre, mais c'est une réalité. Madame Michu dans son salon en regardant TF1 ou BFM TV, si elle t'entend derrière parler d'anticapitalisme, de lutte des classes, etc., elle va avoir peur de toi. Et du coup, l'idée d'Alternativa, c'est de réussir à parler au plus grand nombre. Et pour ça, ça nécessite non pas de travestir ses idées, ni de travestir ses actions, ni encore moins de travestir son projet, mais sans doute de changer légèrement sa ligne de com pour la rendre plus audible auprès des gens. Alors je sais que parler de communication, quand on est un militant, qu'on a ça dans les tripes, ça fait mal, ça fait chier même carrément. Mais c'est une nécessité. Si on veut demain créer un mouvement de masse radical, populaire, déterminé et non violent, il faut absolument réussir à parler à tout le monde. Et pour ça, ça demande de changer quelques éléments de langage et de plus parler d'anticapitalisme, de plus parler de lutte des classes. En tout cas, dans des lieux comme ici, on peut se le permettre. Je pense que tout le monde ici est anticapitaliste et tout le monde ici est d'accord que les 1%, faut aller leur baiser la gueule. Mais demain, si tu veux t'adresser à la population entière, c'est important d'avoir un message qui lui est audible, elle va pas se dire non, j'ai peur de lui, je vais pas le suivre. Elle va se dire non, lui, il a un truc intéressant à me proposer, je vais le suivre. Moi, c'est en tout cas ma vision je te laisse le droit de réponse. Un sondage de, je sais pas quel journal, Le Parisien, fin avril. La question c'est, pensez-vous que la lutte de classe est toujours d'actualité ? 75% des Français répondent oui. Ensuite, pensez-vous que vous subissez la lutte de classe ? 65% des Français répondent oui. Alors tous les politiciens de métier qui ont pour habitude d'emberlificoter tout ce qui se passe dans la tête des gens, d'aller proposer plein de problèmes à régler dans tous les sens, alors qu'en fait on va traiter les conséquences, alors qu'on s'attaque pas aux causes. Techniquement, ça s'appelle le réformisme. Ça fait 150 ans que des dizaines et des dizaines de politiciens ont utilisé mais c'est pas le moment de faire la révolution, comprenez, les gens sont trop cons, il faut leur parler, il faut séduire, il faut utiliser. La lutte de classe, elle est toujours d'actualité, elle est toujours plus violente. Suite à la crise de 2008 en Europe, et l'expression elle est quotidienne. En Grèce, en Espagne, en Italie, au Portugal, le réchauffement climatique, oui, on le subit tous. Oui, mais qui en a conscience et qui s'en sert pour détourner les gens du fait que l'exploitation, pendant 150 ans, il y a des dizaines, des milliers, des millions de personnes qui ont lutté contre l'exploitation de l'homme par l'homme, qui, à mon avis, du coup, la conséquence qui en découle, c'est l'exploitation de la nature par l'homme. Si on arrive à abolir l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est évident qu'on adoptera la même attitude envers la nature. Et si on s'attaque justement à dire il faut arrêter d'exploiter la nature, mais on ne parle pas des problèmes des hommes en vrai, on est d'accord que la justice environnementale elle est nécessaire, la justice climatique,
Moi, je pense qu'il faudrait parler de justice en général. Et toujours mettre l'accent sur ce fait que c'est le système économique qui nous enfin, pieds et poings liés, quoi. Et techniquement, moi, je suis pas là pour aider les entreprises capitalistes à s'orienter vers des trucs qui sont moins nocifs pour nous, quoi. T'inquiète pas, pour le coup, quand on bloque des mines de charbon, ça va clairement à l'encontre des grands capitalistes. Quand on bloque un sommet à Pau pétrolier, c'est pas pour lui dire après si tu pouvais faire du propre, non. Clairement, c'est quand même. Et juste pour justice climatique, c'est juste pour rappeler ce qu'on disait, qu'on a que 5 à 10 ans pour changer. Et que autant, je dis pas, il y a pas, vraiment on fait les deux en même temps. Mais c'est une réalité, tu disais tout à l'heure qu'il faut pas emberlificoter, c'est vrai qu'on a que 5 à 10 ans pour éviter les seuils d'emballement climatique, et c'est pour ça qu'on parle d'abord de justice climatique, mais bien sûr l'humain suit. Je pense sincèrement que le problème actuel, c'est le manque de confiance de la majorité. C'est-à-dire de se dire que notre force collective, elle est hallucinante, on peut bloquer le système du jour au lendemain, mais personne n'a confiance en cette force collective. La lutte, il faut qu'elle soit unifiée. Et quand on propose aux gens TAFTA, on manifeste contre TAFTA. Quand on propose aux gens, on manifeste contre la décharge là-bas. Quand on propose aux gens la ZAD à Bordère, la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, il y a des multitudes de combats qui se mènent par plein de gens qui se bougent, mais qui pensent jamais à se dire, mais au fait, pourquoi on est là tous, chacun dispersé, on est en train de combattre les conséquences de ce système économique. Et je pense que ce qui manque, sérieusement, c'est d'être radical, c'est-à-dire on revient à la racine. Quelles sont les causes et on se bat contre quoi? Moi, ça me fait penser, du coup, tu vois, quand on se rassemble, moi, je me souviens là, quand j'avais été à Nuit debout, j'ai croisé plein de Nuits debout, quoi, en Ariège, à Tarbes, et du coup, avec les réunions du collectif citoyen du Bâgé. Et ce que je ressens de super intense, c'est le fait que juste qu'on soit assis et rassemblés, c'est comme si quelque part on faisait l'exercice de la démocratie, quoi. Et qu'en fait, du coup, tout ce qui nous accable, c'est le bafouage, le bafouement, je sais pas ce que c'est le mot en français, quoi, de la démocratie, en fait, quoi, au nom du profit. Et que du coup, et là, en fait, j'ai l'impression qu'on touche à la racine, au primordial, en fait, c'est rassembler autour, pour traiter quelque chose qui est de l'ordre de la conséquence. Mais là, ce qu'on est en train de faire ensemble maintenant, c'est, on en revient à la racine, c'est comment on arrive à s'organiser pour pouvoir construire quelque chose d'autre, quoi. J'aimerais juste faire une petite intervention parce que tout à l'heure, Mathias, toi tu parlais de la majorité et du majoritaire. Le problème, c'est que oui, ok, on est 99% contre 1%. Le problème, c'est que le majoritaire, c'est pas en termes numériques que ça joue, c'est en termes de conception et de représentation. Et que le majoritaire, ce sont les normes qui nous sont imposées. Et donc même si on est plus nombreux d'un point de vue numérique, les idées qui prévalent aujourd'hui, ce ne sont pas celles justement des dominés. Ce serait plutôt celles que les 1% ont réussi à nous faire intérioriser. Et donc le plus important, c'est justement de prendre conscience de l'unicité et des liens entre nos différentes luttes. Il n'y a que comme ça justement de la mise en réseau, de la communication et via notamment effectivement la réinsertion du concept de lutte sociale. Même si effectivement, il a posé, lutte des classes, parce que effectivement, il a posé des problèmes puisque il a été tellement appliqué, tellement repris dans les années 70-80, 1970-1980, qu'il y a eu une espèce de réaction allergique à ce concept qui a été imposé de manière dogmatique partout et qu'il a oblitéré d'autres manières, d'autres prismes d'analyse. Mais aujourd'hui, je pense qu'il prévaut et qu'il faut y revenir pour voir justement à quel point nos luttes sont transversales et elles se rejoignent, elles sont en synergie tout ensemble pour pouvoir justement reconquérir
notre majorité, mais d'un point de vue intellectuel et conceptuel, pour pouvoir lutter justement contre les appareils dont on parlait tout à l'heure, qui nous sont imposés, mais de manière idéologique, alors qu'ils sont naturalisés, notamment le capitalisme et l'économie qui prévaudrait au collectif, quoi. Oui. Et après, les luttes locales, moi je pense qu'elles sont super importantes, déjà parce qu'elles permettent d'obtenir des victoires. C'est super important pour des militants de gagner à un moment donné. Ça remotive, ça galvanise, etc. Ça permet aussi, par exemple pour le Bâgé, si on arrive à faire annuler ce projet de carrière, ce sera toujours une forêt de sauver. Si on arrive à faire en sorte que les 80 000 m3 de la décharge de Borde ne partent pas dans l'océan, ce sera toujours ça de prix. Et c'est des gros vecteurs de mobilisation. Comme le disait le copain tout à l'heure, lui il avait peur du militantisme, il s'est mis à bouger parce que c'était la forêt au fond de son jardin qui était menacée. Et peut-être que demain il va rejoindre les luttes justement globales. Et toutes ces petites luttes locales, c'est des gros vecteurs de mobilisation qui permettent derrière d'être des millions dans la rue pour certains projets. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut jamais se dire ma manière de lutter, et je le dis en sachant que je fais l'erreur, mais ma manière de lutter c'est la meilleure et celle des autres c'est pas bon. Je pense qu'on est tous en train de construire un mur et il faut juste aider le copain qui est en train de poser la pierre à côté de soi. Et vraiment, moi je pense que les ZAD, tous ces petites luttes locales, mais même les gens qui bataillent pour mettre les incroyables comestibles dans leur ville, il y en a une chie, hein, des milliers de petits trucs comme ça, mais c'est en train de créer un mouvement les gens sont en train de reprendre confiance parce qu'en partant de petit on gagne. Et quand on gagne, on se dit putain j'ai réussi à sauver la forêt, la fois d'après on arrive à interdire une autoroute, la fois d'après peut-être qu'on arrivera à supprimer l'évasion fiscale, peut-être que la fois d'après même on arrivera à récupérer notre argent. Et un jour ou l'autre, j'espère, parce que sinon on aura perdu, on arrivera à mettre à mal le capitalisme. Mais on pourra pas partir de rien et d'un coup gagner la victoire globale. En tout cas je le vois mal, parce qu'il faut que les gens aient confiance en eux, et pour ça il faut qu'ils aient des petites victoires concrètes. Et de petite victoire en petite victoire, on en obtient des plus grandes. Enfin, je le souhaite. Et en plus là, tu vois, je repense du coup à comment on a commencé là, avec le corps et l'histoire des cellules, quoi. Et du coup, le vaste monde est un corps gigantesque. Nous ne sommes que des minuscules cellules. Et chaque chose que l'on va faire dans l'ordre de se récupérer notre propre pouvoir, c'est-à-dire notre propre pouvoir nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes, notre propre pouvoir de guérison, et comment de notre propre pouvoir de guérison on peut guérir de toutes ces maladies de merde qu'on nous fout dans la tête depuis qu'on est petit, qui remettent en cause toute l'éducation, voilà quoi. C'est du coup je pense que toute cette énergie dont tu parlais, Morgane, quoi, c'est ça, c'est les liens se tissent au-delà de nous-mêmes, quoi. Moi j'ai profondément confiance en ça, en fait, quoi. L'énergie, du moment qu'il y a de l'énergie d'implication et la réappropriation de notre propre pouvoir dans notre propre vie, là ça déclenche ça peut provoquer des séismes incroyables, quoi. Je vais juste rajouter, celui qui lutte ne sait pas s'il va gagner, mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu. Et ça c'est super important. Donc j'invite tous les gens qui m'entendent, même s'ils m'écoutent pas, de se mettre à bouger, parce qu'on a besoin de vous et c'est avec vous qu'on va gagner. Merci. Et à poil, et bon thé. Et à poil. Merci à tous. À toi.